Bonjour les petits sorciers, ici Tchoupi et Molly du terrier de Tchoupi et Anna. Donc on vous fait la suite du deuxième chapitre du livre de Pernelle et Nicolas Flamel. Donc oui, la suite du deuxième chapitre. Voilà. Donc Tchoupi, tu commences si tu veux. Dame Robin conta cette triste fin pour faire comprendre aux autres que toute tentative serait inutile et châtiée de manière ou d'autre férocement. C'est à ce moment qu'elle acheta ses chiens, deux dogs de Bordeaux aux gueules puissantes. À peine nourris, ils cherchaient partout de la chair fraîche. La nuit, lorsqu'ils étaient lâchés, même Dame Robin se méfiait d'eux et se promenait avec sa dague et son fouet. Je sais ce qu'il faut faire, dit un jour Marie. Je ne veux pas assister à la prochaine fête. J'ai le moyen de partir avant. Toi, tu chantes, tu ne crains rien. Tu sais, je n'en peux plus. Je voudrais revoir mes parents s'ils vivent encore, et puis j'essaierai de rentrer au couvent. Tu sais que j'en ai toujours eu envie. Aide-moi en distrayant Tiennette devant ses cuves. Je dois lui voler une certaine poudre. J'ai gardé un peu de pain et de fromage pour mélanger avec et faire une boulette. Tiennette n'était pas difficile à distraire dès qu'on flattait sa vanité, et Marie put dérober ce qu'elle voulut. Marie fut reprise avant d'avoir pu tirer tous les verrous et barres de fer de la petite porte dérobée. Pour le chien empoisonné, alors que son compagnon hurlait dans la cour, éveillant toute la maison, Marie fut condamnée à la fête et enfermée jusque-là dans un cachot souterrain. Dame Robin, qui faisait payer fort cher ses invités, accéda à la demande des sergents de garnison, cruels et vaniteux, qui arrivèrent dans la salle comme des loups affamés. Ils essayèrent de faire rire et de boire la petite Marie, trop faible et trop affolée pour leur répondre. Et ce dédain qu'ils trouvèrent en elle déchaîna leur cruauté. Pernelle dut chanter jusqu'au moment où elle perdit conscience, transpercée par les cris de son amie. Elle ne parla plus pendant des mois, sa gorge paralysée refusait de laisser passer les sons. Chaque nuit, elle revoyait les formes graciles de Marie cousues dans son linceul. De tous les moyens employés, le dernier fut efficace. Il fallut qu'on essayât de la faire monter à cheval pour que tout à coup, la peur puis la frénésie de la course rétablissent ses échanges intérieurs. Pour la première fois depuis des années, elle avait revu la campagne, un horizon, des flots de nuages et le soleil sur la rivière. Sous bonne garde, elle eut droit à des exercices qui lui permirent de devenir bonne cavalière. Cela faisait partie des obscurs desseins de Dame Robin, qui n'octroyait rien sans envisager son bénéfice. Oui, galoper était une joie, la première véritable joie de sa vie. Et malgré son angoisse de savoir encore prisonnière, la chevauchée de Bergerac à campagne lui avait fait plaisir. « Ma toute belle, il est l'heure de vous lever, dit Agnès en tirant les courtines. À la bonne heure, le capitaine vous fait grand hommage. Agnès éclata de rire en voyant le lit ravagé. Elle n'imagina pas que Pernelle seul et son pénible sommeil avaient réussi un tel remue-ménage. Vous êtes encore là, je le vois bien, reprit Agnès. Mais messire Aimé Rigaud a recommandé de vous apprêter pour son retour, car vous prendrez la route dès la fin de la chasse. Voici votre cotte grise et la mante assortie avec le grand capuchon qui vous préservera des petites pluies d'Auvergne. Mes filles, vous tresseront les cheveux si vous voulez pendant que vous déjeunerez. Vous n'avez presque rien pris hier soir. Agnès, dites-moi, demanda Pernelle, pour couper court, qu'est devenu Geoffrey Tête-Noire? Après votre départ, il a bien justifié son nom. Il a pris une de ces terribles colères et de la nuque jusqu'au crâne, sa peau est devenue violette, presque noire, ce qui est le signe d'un sang trop épais. Il fait souvent bonne chère et le vin l'affole. Heureusement, il est tombé et s'est entaillé le front. Il saignait comme un porc et ça l'a soulagé. On l'a porté comme un gros sac pour le jeter sur une paillasse si lourde et si raide qu'on aurait dit un mort. Ce matin, il ne se souvenait de rien et ne jurait que par son bon compagnon Marchès. Croyez-moi, ces hommes-là, si fiers et si cruels soient-ils, ont tous quelques défauts. Le tout est de le découvrir pour s'en servir, dit Pernelle. J'avoue que parfois, ce serait utile. Je me demande si ce Geoffroy périra au combat ou bien dans une orgie. Il aime trop le vin et les femmes. Dommage, Pernelle, mamie, que nous soyons déjà séparés. Vous me plaisez bien. Les compagnes de votre qualité manquent trop par ici. Pernelle avait juste eu le temps de goûter aux miques chaudes qu'on lui apporta des cuisines et de boire un peu de lait, quand les compagnons revinrent de la chasse. Le piétinement des chevaux, le jappement des chiens, les grands rires des hommes heureux de la course matinale emplirent la cour tout à coup. Adieu, mamie, dit Agnès. J'espère que votre vie sera bonne et que nous nous reverrons. Je vous souhaite beaucoup de bien, répondit Pernelle. Le bourg que vous épousera maintenant qu'il est veuf. Vous raillez, nous ne sommes pas de celles qu'on épouse, il faut une dot ou bien un joli nom. Nous, on nous achète tout au plus.
Encore heureux qu'on nous tolère le caprice passé à quelques besognes. Je les connais, ces capitaines. Ils ne manquent pas de poids. Montrez-vous douce mais prudente avec Amerigo. Peut-être apprendrez-vous un jour ce qu'est devenue son amie Hilde. Elle me plaisait bien, elle aussi. Elle était d'une beauté vraiment extraordinaire. Pernelle voulut demander qui était cette Hilde, mais elle n'en eut pas le temps. Elle dut descendre l'escalier aux larges marches pour rejoindre le petit groupe qui l'attendait. Préférant passer inaperçue, elle se tint à distance tandis que le bourg de campagne et ses compagnons embrassaient Marchès. Le capitaine donna le signal du départ et la jument docile partit au milieu du groupe au petit trot. Amerigo caracolait en avant. Dès que ces hommes eurent franchi le pont-levis abaissé sur le fossé d'eau verdâtre, il cria « Pernelle, viens donc galoper un peu. Il n'y a rien de tel pour fouetter le sang et donner toutes sortes d'appétit. » Pernelle fut heureuse de lancer sa jument qui s'appelait Marie-Rose. Elle eut à peine relâché la bride que celle-ci piquait vers l'est, à la suite de l'étalon gris monté par Marchès. Le voile bleu que Pernelle avait serré autour de ses nattes se dénoua et se mit à flotter derrière elle. « Tiens, dit Amerigo qui s'était arrêté pour l'attendre, mamie, ce matin vous portez mes couleurs. » Pernelle ne voulut pas lui dire que le hasard seul avait mis ce voile à portée de sa main. Le visage de l'homme en plein soleil avait un charme rude qui lui plaisait. Dans ses yeux, une chaleur nouvelle la rassurait un peu. Elle avait envie d'oublier sa méfiance. Le chemin, contournant les collines, découvrait des horizons nouveaux. Dans la vallée, luisait la lente rivière dont le flot allait vers Bergerac et gagnait la mer. Sur les hauteurs se dressait parfois la silhouette d'un château entouré de remparts fortifiés, dominant les maisons couvertes de pierres, protégées par des palissades. Emerigo Marchès et sa troupe suivaient les chemins à couvert sous les chênes verts, les taillis des châtaigniers et les pins. Les arbres étaient à peine dorés par l'automne et l'air léger, portait loin le son des cloches, dorés par l'automne et l'air léger. Non, portait loin le son des cloches et des églises ou des couvents qui marquaient tierces ou sextes. L'avant-garde avait signalé une bande armée, 40 à 50 lances, qui venaient de Dôme et piquaient vers Sarlat, peut-être vers Périgueux. C'est Bennac qui rallie les siens, dit le capitaine. Ils vont descendre sur Castelnau, nous passerons ensuite, je le connais bien, il doit y avoir Gilbert de Dôme, Gauthier de Rouffignac, les seigneurs de Comarque et de Cazenac. Tantôt la bataille tourne pour eux, tantôt pour ceux de Castelnau et leurs partisans. Ceux-là sont aux Anglais, je les connais encore mieux, les seigneurs de Montclar, de Grignol, d'Hautefort, Aymar de Chaban, Guillaume de Bordas, Bertrand de la Cropte, Blanquefort d'Agenais, et tous les autres de Rude-Gaillard qui savent tous écheler un château, assiéger une ville. Qui est au roi de France aujourd'hui se réveille au duc de Guyenne le lendemain. C'est ainsi que nous l'aimons ce pays. Pas vrai, compagnon ? Plein d'embûches et de guerres, plein de butins à prendre et de châtelains à rançonner. Alors, pressons, nous gagnerons les grottes avant la nuit. Pernelle suivit difficilement. Ces 2 journées consécutives passées à cheval lui avaient brisé les reins. Elle n'avait pas l'habitude de si longues courses et se sentait toute ballottée par le voyage. « Tu as meilleure mine, mamie, dit le capitaine, qu'en sortant de Bergerac. Rien ne vaut le grand air. »« Peut-être, répondit Pernelle, car je n'ai guère connu ces dernières années, enfermée, gouvernée par la femme du diable en personne. Mon ami Basco connaissait la réputation de cette maison quand il m'a menée à Bergerac, et je m'en félicite. « Que faites-vous quand vous n'êtes pas en guerre » demanda Pernelle, encouragée par l'aimabilité du capitaine. « Agnès de Campagne m'a parlé d'une très belle amie à vous, qui doit s'appeler Hilde, je crois. Je serais content de la connaître. » Le cheval du capitaine fit un écart, tandis que le visage soudain glacé du cavalier se détournait. « Qu'est-ce que cette sotte a bien pu vous conter ? Elle m'a seulement dit que votre amie était d'une beauté extraordinaire. Excusez mon indiscrétion. » Marchès se détourna et fit signe à son arrière-garde. 2 cavaliers de stature géante piquèrent leurs chevaux pour rattraper leur maître. Leur haute taille, leurs torses, droits comme des troncs d'arbres, paraissaient jumeaux quand ils s'approchèrent, debout sur leurs étriers, plantés sur leurs jambes, avec un fier contentement de vivre en ce monde. Trop sauvage chez Guillempeau, à partir de maintenant, vous répondrez de cette pucelle, dit Marchès. Personne ne doit l'approcher, elle ne doit jamais s'éloigner. Pernelle n'eut pas le loisir d'étudier ses nouveaux gardiens, car le chemin devenait périlleux. Il passait le long de hautes falaises grises très abruptes et dures pour les pieds délicats de Marie-Rose. Elle hésitait parfois, et Pernelle craignait de rouler avec elle dans les ravins profonds. Au flanc d'une colline, dans un décor sauvage presque sinistre à la nuit tombante, la troupe trouva la grotte où le reste du convoi les attendait. Bientôt le cri de ralliement retentit. C'était le hurlement de loup que le capitaine lui-même lança à pleine gorge. L'abri sous roche était vaste. On y laissa les chevaux qui trouvèrent de la paille et du foin.
L'entrée d'une grotte profonde était visible dans la paroi du fond, éclairée par les torches de résine et des chandelles de suif, enfumées mais tièdes. Elle était pleine de ballots, de marchandises et de coffres aux serrures compliquées qui devaient receler des objets précieux. Voilà, dit le capitaine, notre dernière prise. Le convoi d'un marchand venait de Narbonne. Il y a là des draps d'or, des soies d'Orient et des pelleteries de Sibérie. Il y a aussi les bijoux d'un riche abbé et un ciboire et des objets de culte en argent et vermeil qu'il transportait avec 2 valeureux valets afin de ne pas se faire remarquer. Quelle imprudence! Tiens, mais tu es là, toi. Tu as fait vite. Olin Barbe s'approcha. Pernel reconnut le capitaine Douzac, le seul qui, la veille à campagne, n'était pas ivre et dévorait sans s'occuper des autres. Il avait des cheveux clairs, très longs, un visage osseux et semblait inquiet. J'ai galopé pour te trouver au repère. Campagne a reçu des ordres, va falloir rejoindre le comte de Derby le plus tôt possible. Quelques jours de repos et c'est tout. Viens donc plus loin que je t'explique. Pernel se trouva face aux jumeaux quand elle mit pied à terre. Ils enlevaient de leur tête massive les bassinets qu'ils avaient portés tout le jour. Elle put voir leur face large, la puissante musculature des mâchoires, les tignasses rousses. L'un avait le nez cassé rabattu vers la droite et l'autre vers la gauche. Leurs prunelles très enfoncées luisaient de curiosité. Elle frissonna car leur démarche souple et silencieuse lui rappela la démarche des dogues géants que dame Robine lâchait la nuit dans la maison de Bergerac. Trousse-Vache alla acquérir une botte de foin qu'il disputa peut-être à Marie-Rose, et Guillaume-Pau une grande tranche de pain d'une des miches dont les ânes de la compagnie étaient chargés. L'amie Blanche émerveilla Pernel assise à l'écart. Elle éprouvait un certain plaisir à se retrouver seule, protégée dans cette grotte. L'avenir était comme le gouffre inconnu de la nuit, retenu au-delà des murailles. Les voix d'Olin Barbe et de Marchès lui parvenaient un peu étouffées. Assis près du feu, ils parlaient de sièges, de pendaisons, de rançons, avec l'indifférence des guerriers vainqueurs. Plus tard, au moment où le sommeil la gagnait, Pernel sentit qu'on se penchait sur elle longuement. Elle resta immobile dans l'obscurité. La lueur fantastique du feu découpait la silhouette du capitaine. Sa paume calleuse avait à elle seule un poids douloureux. Que cherchait cette main lourde et rêveuse attardée sur son bras? Le voyage dura encore 4 longues journées, fertiles en péripéties. En apercevant dans la vallée la tour de l'abbaye, la lanterne des morts et les toits de l'Ose de Sarlat, Pernel poussait irrésistiblement sa monture au galop. Dans ce lieu où elle avait vécu de loin, rien ne semblait avoir changé. Si elle pouvait franchir la porte de la ville, elle serait sauvée des brigands qui se disaient anglais. Sous la protection du roi de France, elle parviendrait peut-être à retrouver ses parents. Trousse-Vache et Guillempeau, surpris, eurent... Je regardais le temps, des fois on sait jamais. Des fois que ça sera arrêté. Eurent vite fait de se lancer à sa poursuite. Mais Emerigo Marchès fut le plus vif. Son étalon, lancé au grand galop, rattrapa en quelques instants Marie-Rose et sa cavalière. Le capitaine avait sorti le fouet qu'il portait à la ceinture. Si rapide qu'elle en fut invisible, la lanière siffla pour atteindre Pernel en plein milieu du dos. Le choc et la douleur la firent chanceler. Elle tomba dans la bruyère, mais se releva sans attendre que Marchès eût mis pied à terre pour l'aider. Ne t'avise pas de recommencer ce petit jeu, ou bien tu seras lié sur ton cheval, et nous le tiendrons par la bride. As-tu mal demanda Emerigo, avec un sourire féroce. Sans répondre, Pernel rejoignit la troupe. Les hommes ne s'étaient pas rendus compte de l'incident. Elle demeura droite tant que l'attention du capitaine se porta sur elle. Mais bientôt il regagna la tête du convoi et Pernel put réfléchir. Elle ferma les yeux, conduite par Marie-Rose, qui suivait les autres bêtes, et lutta contre sa douleur. Le sang avait jailli, puis coulé le long de son dos. Elle sentait les plaques visqueuses qu'il formait en se figeant. Elle souffrirait plus encore le lendemain et les autres jours, car la chemise allait coller. Si les haltes prochaines ressemblaient à celles de la veille, elle ne pourrait pas laver la plaie ni changer de vêtements. Il y avait dans la troupe retrouvée à l'abri des Aisies des valets pour s'occuper des chevaux et des provisions, des femmes prises en otage pour cuire la nourriture et s'occuper des basses besognes. L'une d'elles, qui parut très vieille à Pernel, à force de dessèchement, s'approcha de Marie-Rose et commença à la suivre. Elle n'avait plus de dents et la cavalière eut du mal à la comprendre. « Je veux t'aider, petite, je te dirai pourquoi plus tard. Aide-toi toi-même, tu as bien de la peine à marcher. J'ai tant parcouru de chemin que j'arriverai bien encore au bout de celui-là. Misérable comme tu es, pourquoi le capitaine a-t-il pris la peine de t'emmener si loin? Il a brûlé ma maison, tout ce qui me restait. Il savait ce qu'il faisait, il me connaît depuis longtemps. Il connaît mon pouvoir, il en a besoin. À la halte, fais semblant de me chasser. Injurie-moi, bats-moi au besoin, je le connais, tu verras ce qu'il fera. » Avant d'arriver à Martel, la troupe s'arrêta. Des éclaireurs partirent à la recherche des huttes de pierre construites par les bergers aux lisières d'Écosse, qui devaient servir de camp pour le soir.
Le vent du nord-est s'était mis à souffler face à la caravane. Pernelle crut qu'elle allait tomber lorsque Marie-Rose s'arrêta. En voyant le capitaine approcher, il ne l'avait pas regardé de toute la journée. Elle se souvint des recommandations de la créature misérable appuyée d'une main contre le flanc de la jument. « Va-t'en » cria-t-elle, « pauvre gueuse, tu me laisseras ta vermine. Je n'ai pas besoin d'un sillon et mes trousses, rejoins la piétaille. »« Qu'est-ce que c'est » demanda Marchès. « Qui t'a permis de donner ces ordres ? Cette vieille s'occupera très bien de toi et libérera un peu mes deux géants qui n'ont rien à gagner par ici. Si elles sont mauvais, tu n'auras qu'à la laver toi-même, et puisqu'elle te déplaît, il me plaise à moi qu'elle reste. Elle te servira et ne te sera pas bouche inutile. » Pernelle fut stupéfaite du résultat. Elle s'étonna qu'on pût ainsi manœuvrer un capitaine d'une aussi grande renommée que Marchès. Mélissa, la vieille femme, devina ses pensées. Les hommes, quel que soit leur rang, sont des orgueilleux, et celui-là, si tu ne lui as pas cédé sur la grande chose, tiens à ce que tu lui cèdes sur les petites, ce que tout le monde peut constater. Pernelle fit semblant d'être mécontente jusqu'à la nuit. Sa souffrance était telle que son visage en paraissait creusé. Elle luttait pour tenir assise, elle économisa ses gestes jusqu'au moment où on vint la chercher pour l'enfermer avec la vieille femme dans une des huttes de pierre garnies de foin. Alors elle s'écroula et resta allongée sur le ventre, tandis que la femme soulevait sa cotte à tâtons pour essayer d'atteindre la chemise. Elle sortit de ses haillons une gourde d'eau et des linges propres. Pauvre bête, pauvre petite, il l'a frappée comme pour marquer le cuir d'une bête sauvage. Son honneur était en jeu. Prends garde, ce genre d'homme ne s'attaque jamais de front. Quelle folie d'avoir cru que tu pourrais lui échapper de cette façon. L'eau fraîche te fera du bien. Comment fais-tu pour transporter tout ça demanda Pernelle. Oh, j'ai encore bien d'autres choses. Comment t'appelles-tu ? Mélissa. C'est un nom français ? Je ne sais pas. Il passe tant de marchands et de gendarmes dans nos campagnes. Ma mère gagnait sa vie comme elle pouvait. Je ne sais pas qui lui a fait cadeau de la fille et du nom qui allait avec. Tout est collé. Il faut que j'imbibe largement. Peut-être auras-tu froid. Mais j'ai là un ongle qui fera merveille, si je peux arriver jusqu'à la peau. Vas-y, je ne crierai pas. Demain, je dois monter en selle. Le capitaine serait trop heureux de constater mon impuissance. Il faudra encore chevaucher toujours, alors si tu peux quelque chose, fais-le, et je te donnerai ma part de soupe. Tu en as besoin, et moi, je n'ai pas faim. Pernelle souffrit toute la nuit. Elle entendait le rire des jumeaux au dehors. Ils avaient dû boire et se racontaient des histoires. Ils se réchauffèrent en luttant, puis finirent par s'endormir en travers de la porte, car des ronflements sonores se firent entendre. Vers le matin, l'ongle de Mélissa fit effet. La douleur commençant à s'estomper, Pernelle se détendit. Un jour gris se leva sur les causses si pauvres de terre, à peine couvertes par place de maigres chênes verts. Les champs bordés de murs n'étaient que pierres entourées de pierres, à peine propices aux sobres moutons. La colonne passa dans les sites les plus sauvages pour éviter les rencontres, car le butin risquait d'attirer les convoitises. Le capitaine Marchès et Olin Barbe chevauchaient côte à côte. Personne ne s'était occupé de Pernelle qui put, grâce à Mélissa, se hisser sur sa jument et prendre lentement le pas. « Nous éviterons Martel, dit Mélissa. Je vois qu'on nous mène vers l'est. Tu connais cette ville ? C'est la plus grosse du Quercy, la ville aux 7 tours. Elle a 3 enceintes fortifiées. Dans la tournemine, la plus haute, un mien cousin. Le dernier qui me reste a été emprisonné. » Pernelle soupira. Dans quelle tour serait-elle enfermée pour attendre le bon plaisir de son maître ? La vieille femme à ses côtés marchait aussi vite que la jument. Seules ses mains longues, tordues aux jointures, son visage maigre et tanné par les intempéries, paraissait humain dans sa curieuse silhouette. Elle avait sur les épaules une cotte matelassée qui recouvrait l'ensemble des baluchons accrochés à sa taille et même dans son dos. Elle ressemblait, avec le bonnet qu'elle tenait enfoncé jusqu'au ras des sourcils, à une monstruosité de la nature, à la fois végétale par le lichen blanc de sa chevelure, échappant au bonnet, et animale par sa marche balancée et les grognements qu'elle poussait au moment de franchir les obstacles. Fascinée par cette créature traînant son univers avec elle, Pernelle découvrait leurs points communs. Toutes deux, à la merci du capitaine, elles n'avaient pas d'avenir défini, aucun projet, sinon celui secrètement enfoui de se libérer un jour. Peu avant Sexte, ce que craignait Marchès arriva brusquement. Les 2 cavaliers d'avant-garde, qui précédaient les 40 lances portées par les hommes à pied, donnèrent l'alarme. La caravane s'immobilisa derrière un bocteau. Pernelle et Mélissa s'arrêtèrent sous un grand chêne. Devant elles descendait la colline plantée de lavandes sauvages jusqu'au cours de la Dordogne et le village de Beaulieu, où se dressait le clocher carré d'une abbaye. Plus loin, vers le sud, au confluent des 2 rivières, la masse ocrée d'un énorme château dressé sur un piton rougeâtre semblait serrer autour d'elle pour le protéger un petit village doré par le soleil.
Quand la troupe arrêtée fut tout à fait silencieuse et attentive, on entendit monter de la rivière des cris et le piétinement sourd de plusieurs chevaux. Au bout d'un moment, Marchès envoya Guillempeau porter la consigne à la ronde. C'était la première fois que Pernelle entendait le son de sa voix quand le rustre déclara « Dame, le maître vous fait dire de rester à couvert et caché quoi qu'il arrive. Où allez-vous ? Paraît que le sieur de Castelnau s'amuse avec les gabariers sur l'eau. Il doit demander péage et le maître va tirer parti des deux. » En effet, la troupe d'hommes-dames, entourée des cavaliers, s'élançait sur la pente de la colline avec un cri sinistre. Pernelle se laissa glisser en bas de la jument. Sa blessure avait recommencé à la faire souffrir. Changer de position, demeurer immobile, lui fit du bien. La vieille s'était accroupie, sa tête aux yeux pâles coiffée du bonnet qui n'avait plus de couleur, émergeait seule de la masse informe constituée par ses ballots et ses hardes. Elle semblait humer le vent. « Il y a des maisons qui brûlent quelque part, dit-elle. Je reconnais l'odeur du mauvais feu. Le sieur de Castelnau-Bretenoux est un ré cruel. Si Marchès n'a pas le dessus, ils viendront nous chercher. » Moi, je ne crains rien, pas même la mort, mais la piétaille risque de te passer sur le corps. Si tu veux, j'ai un couteau, pas pour eux, mais pour toi. Je m'en vais, dit Pernelle. Je m'en vais, dit Pernelle, prise de panique. C'est le moment, personne ne nous surveille. Avec une agilité surprenante, Mélissa se dressa et retint sa jeune compagne qui cherchait à monter sa jument. Elles luttèrent un moment, puis la vieille, dont les mains nerveuses étaient comme des serres, réussit à calmer Pernelle car ses douleurs s'étaient complètement réveillées. On te retrouverait de toute façon. Il n'est pas temps, je te dis. Il faut me croire. Je t'aiderai le moment venu, petite. Je n'ai jamais pu avoir confiance en personne, gémit Pernelle. Je te prouverai que tu peux. Laisse-moi faire. Le bruit du combat, ni cris de rage et clameurs de souffrance, l'écho des galopades cessèrent tout à coup. Puis le rire de Marchès, auquel répondit celui de Limbarbe, se fit entendre à mi-coteau. Les cavaliers et le coutiller Guillempeau vinrent chercher la caravane et les deux femmes. Voilà, donc c'est la fin de ce deuxième chapitre. Le troisième chapitre sera dédié au château d'Alleuse. Vous pouvez voir un petit peu l'évolution déjà dès ce deuxième chapitre. Dans le premier, Pernelle allait être kidnappé. On nous présentait le seigneur Eymerigot comme quelqu'un de bienveillant pour Pernelle. Et là, voilà, on est dans le vif du sujet, on s'aperçoit que ça y est, il a frappé Pernelle, il attaque les villages, il met le feu aux maisons. On voit ce qui est arrivé notamment à la vieille femme qui vient en aide à Pernelle. Que sa maison a été brûlée aussi et qu'elle fait partie des otages. Donc on voit se dessiner le monstrueux personnage qui est aux côtés de Pernelle actuellement, et se dessine l'homme sombre qui va donner à Pernelle l'envie de fuir, qu'on retrouvera sûrement dans les prochains chapitres. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo lecture pour le troisième chapitre. Donc je vous fais des bisous, à bientôt, au revoir.